Les drapeaux palestiniens sur Tel Aviv, c'est ce que nous avons pu voir samedi soir lors de la manifestation des Arabes et Israéliens. Et cela a fait beaucoup couler de l'encre et beaucoup de remarques ont été faites après cette manifestation qui s'est déroulée samedi soir. Et pour en parler, nous avons avec nous Eliezer Cherki. Eliezer Cherki, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour. Vous êtes anciennement orientaliste au ministère de la Justice, donc vous connaissez bien le monde arabe particulièrement en Israël. Et la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez été surpris par ces images de drapeaux palestiniens dans cette manifestation des Arabes israéliens à Tel Aviv samedi soir? Écoutez, j'aurais tendance à vous répondre que je n'ai pas été surpris, mais en vérité, j'ai quand même été surpris. Pour un point extrêmement précis. C'était évident qu'ils allaient lever le drapeau palestinien. Ce qui était surprenant, c'est qu'ils l'ont fait malgré les suppliques de tous leurs amis de la classe politique qui ont dit surtout ne faites pas ça, ça va tout gâcher. Mais on ne peut pas aller contre la nature profonde des choses. Et dans une attitude qui a une dimension presque humoristique, si on peut dire, c'est une situation qui n'est pas tellement drôle. Ils n'ont pas pu s'empêcher de le faire quand même, parce que c'est fondamentalement leur combat, leur identité, et même pour un intérêt immédiat, politique, de publicité, ils n'ont pas pu s'empêcher, ils n'ont pas pu jouer un jeu qui n'est pas le leur authentiquement. Alors justement, on va essayer de comprendre un peu cette dualité, on va dire, de la communauté arabe israélienne. D'un côté, ils se sentent palestiniens, d'un côté, ils se sentent israéliens. Comment expliquer justement la façon dont cette communauté arabe israélienne essaye de vivre dans l'État d'Israël? D'abord, il faut mettre les choses en perspective. On parle d'une minorité arabe israélienne, c'est une manière de voir les choses. En vérité, ils sont une partie de l'immense océan arabe qui entoure Israël, qui est une toute petite minorité, une tête d'épingle dans cet océan du monde arabe et encore plus islamique, musulman, si un degré aussi la Turquie, l'Iran, etc. Et donc, comme l'ensemble, l'immense majorité de ce monde arabe, ils considèrent arabe qui est un ensemble musulman, et ça c'est absolument capital. Ils considèrent l'État d'Israël comme non seulement une anomalie, mais je dirais d'un point de vue musulman, une abomination qui doit être éradiquée. Et ils font partie de cet immense monde musulman qui est fidèle à ses principes, fidèle à l'islam, qu'ils appliquent plus ou moins au niveau individuellement, mais au niveau collectif, ils sont complètement, ils adoptent, ils sont soumis surtout à ce qui est la vérité divine et pour laquelle l'idée d'un État juif indépendant sur une terre qui appartenait au monde musulman est une abomination qui doit être éradiquée. Alors, ils sont là-dedans. Alors, les Arabes israéliens, alors maintenant, si on voit les choses, si on fait un zoom, si vous voulez, alors ils se retrouvent être une minorité en Israël. Et dans les premières années de l'État, ils étaient une toute petite minorité. Et en plus, la politique de Ben-Gurion était extrêmement rigoureuse à leur égard. Donc, ils ont adopté un profil très bas. Mais avec les années, il y a une croissance démographique, ils ont été intégrés à l'État d'Israël, ils bénéficient de tous les avantages. Et en vérité, contrairement à ce qu'on dit, ils ont beaucoup plus d'avantages que la moyenne des Israéliens, parce qu'il y a toute une politique de favorisation, de favoriser. Absolument, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ceux qui vivent en Israël savent très bien de quoi ils retournent, à l'université, ailleurs, etc. Il y a un quota de favoritisme. Donc ils sont partie de la société israélienne, ils ont des papiers israéliens, mais dans leur très grande majorité, et surtout au niveau de leur représentation politique. C'est-à-dire il ne s'agit pas tellement d'individus, au niveau des individus vous avez toutes sortes de positions, mais leurs dirigeants politiques, à la Knesset et ailleurs, se voient comme maintenant le grand combat du monde arabe pour l'éradication de l'État d'Israël. Alors, comment le faire ?
Militairement, ce n'a pas été possible. Oui. Il voit que ce n'est pas possible. Et depuis des années, il y a une affirmation croissante, dévoilée de leur identité nationale, et il y a une espèce de, on peut pas appeler ça un plan, mais c'est une espèce d'évidence qui circule dans ces milieux, dans les discours officiels, etc., que fondamentalement, ils arriveront en quelque sorte, à altérer, à transformer de l'intérieur cet État d'Israël. Alors, il faut voir les choses aussi dans une grande perspective. Il y a 22 États arabes, pour ne parler que du monde arabe. Il y a un seul État juif. Comme je vous l'ai expliqué, cet État juif n'est pas quelque chose d'admissible. Oui. Et donc, ce qui est envisagé de faire, c'est de changer, si vous voulez, la nature de cet État juif en jouant le jeu de la démographie, le jeu non seulement démographique, mais démocratique, c'est-à-dire en faisant jouer le principe qui va croissant et qui est de plus en plus développé en Occident, des droits nationaux des minorités au sein des États-nations. C'est la raison pour laquelle on voit une participation, on va dire, très active de ces Arabes israéliens lors des élections et une présence de députés arabes israéliens à la Knesset. Je crois qu'ils sont 8 aujourd'hui. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que alors que dans les premières années, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps en fait, il y avait différents partis arabes israéliens, des partis musulmans, des partis communistes, des partis d'obédience centre-gauche, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ils sont tous regroupés comme un parti national arabe, musulman en fait, et qui est toute opinion confondue pour mener leur combat qu'ils ne cachent pas. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont fait outre de leurs différences et de leur, on va dire, des conflits intérieurs pour s'opposer à l'État d'Israël, pour lutter contre l'État d'Israël. C'est un peu ce que vous voulez nous dire? Pour mener, oui, absolument. Pour lutter contre l'État d'Israël, ils ne sont pas en guerre formelle. Une lutte politique, on va dire, une lutte politique. Pour agir, pour transformer cet État-nation juif dans une première étape, en état de tous ses citoyens, comme on dit, c'est-à-dire un état où les dimensions spécifiques juives sont de plus en plus éradiquées, c'est-à-dire la langue, le drapeau, l'identité nationale, etc. Et ça, il joue sur du velours, parce que c'est la tendance générale dans le monde occidental aujourd'hui, en Europe en particulier, en Europe occidentale, de considérer l'État-nation comme une espèce d'anomalie ou même de la source du mal. Et donc, pour arriver à un monde heureux, il faut arriver à un monde dans lequel il n'y a plus de différenciation nationale, si vous voulez. Et comme c'est la tendance générale, ils sont appuyés par cela, par un establishment aussi au niveau judiciaire, juridique, à la Cour suprême, etc., qui adopte naturellement les tendances de l'Europe occidentale aujourd'hui dans ce domaine-là. Donc, ils se servent, si vous voulez, de cet aspect qui est très actif aujourd'hui pour faire avancer leur science dans cette dimension-là, dans la dimension nationale. Dernière question, Eliezer Cherki, est-ce que ces groupes, ces partis, on va dire, arabes israéliens, reçoivent une aide de l'extérieur, en particulier d'autres pays arabes? Est-ce qu'on le sait, ça? Non, ils ne reçoivent pas. Ils reçoivent moins, entre parenthèses, moins des pays arabes que des pays occidentaux. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a énormément de fonds, par exemple, qui sont actifs en Israël même, et qui soutiennent ce combat. Je ne vous révèle aucun secret en disant que hier, le directeur général d'un fonds extrêmement important qui s'appelle Keren Israël Hadasha, le nouveau fonds d'Israël, et qui est un fonds financé en grande partie par l'Europe occidentale, par l'Union européenne, et qui agit dans le sens que j'ai parlé, c'est-à-dire de soutien aux Arabes d'un côté, et deuxièmement, au soutien aux tendances qui donnent à effacer les dimensions de l'État-nation, a fait un tweet, n'est-ce pas, dans lequel il disait très clairement l'avenir du progressisme, de la gauche israélienne, c'est ce qu'il a dit, de la gauche israélienne, passe par l'union avec le monde arabe, avec les Arabes israéliens. Donc c'est le même combat, venez tous massivement, vous les Juifs, si vous voulez, de gauche, à la manifestation de samedi soir. Donc ce sont ces
ces groupes-là qui agissent dans ce sens, et puis des gens très importants dans l'établissement israélien, en particulier à la Cour suprême. C'est d'ailleurs la raison fondamentale de cette loi, de la loi, puisque la loi elle vient simplement essayer de contrer des tendances qui ont commencé à émerger à la Cour suprême et qui avaient tendance justement à jouer ce jeu de reconnaissance progressive de la dimension nationale des minorités au sein du seul État juif du monde arabe. Eliezer Cherki, spécialiste de l'islam, merci pour toutes ces explications. Bonne journée à vous. Au revoir, bonne journée. 8h24 sur Studio Qualita, une page musicale et nous retrouverons Eliana Gerfinkal pour Un jour, notre histoire.